Donc, bonjour, cher public. Ce module 3 va présenter ce module 3 du cours de politique sociale pour les planificateurs du développement dans le contexte de la COVID-19. Donc, on va traiter les typologies de la politique sociale. Donc, on fait une classification de la politique sociale suivant des critères. Donc, ces critères sont multiples, mais permettent de répondre aux questions suivantes. Comment la politique sociale est financée? Est-ce que la politique sociale est financée par les impôts? Est-ce que la politique sociale est financée par les assurances sociales ou assurances privées? Est-ce que la politique sociale est aussi sélective ou universelle? Quel est le poids de la politique sociale dans l'économie? Et dans ce cas, on apprécie les indicateurs tels que la part des dépenses sociales dans le PIB, la part également des mesures de maintien du revenu comme allocation, chômage, vieillesse et prise en charge, n'est-ce pas, des maladies. Alors, la classification de la politique sociale dépend aussi des caractères institutionnels. En d'autres termes, comment les services sociaux sont fournis. Est-ce que ces services sociaux sont fournis dans le cadre d'un État, n'est-ce pas? Donc, lorsque c'est une institution publique qui se charge de la fourniture, de la livraison des bénéfices sociaux, ou bien est-ce que c'est le marché, ou bien est-ce que c'est le cadre familial qui sert de cadre d'allocation des bénéfices sociaux. Donc, la politique sociale également, on peut la classer aussi en se posant la question de savoir qui bénéficie des services sociaux. Alors, est-ce que l'accès est universel ou bien est-ce que l'accès est sélectif? Et en fonction, n'est-ce pas, de ça, on peut déterminer les critères d'accès aux bénéfices sociaux. Alors, donc, dans la littérature, les premières classifications qui sont faites de la politique sociale partent de la question de savoir qui bénéficie et comment les services sociaux sont fournis, et également des critères au service, à l'accès aux services sociaux. Donc, nous avons distingué, entre autres types de politique sociale, une politique sociale où l'accès est universel, n'est-ce pas, contre une politique sociale où l'accès est sélectif. Distinguer également le bien-être social, le bien-être fiscal et le bien-être au travail. Donc, le bien-être social implique des services sociaux qui sont fournis par l'État. Par contre, le bien-être fiscal repose sur des prestations qui sont faites par les autorités fiscales. Donc, lorsqu'il y a une réduction des impôts, par exemple, ou bien lorsqu'il y a des crédits d'impôts qui sont faits en faveur de l'assurance maladie. Et enfin, le bien-être au travail. Donc, dans ce cas, c'est une politique sociale qui repose sur des prestations sociales qui ciblent les personnes qui travaillent. Et parmi les personnes qui travaillent, donc, parfois les personnes qui sont plus productives. Alors, donc, ces bénéfices sociaux-là, n'est-ce pas, fournis dans le cadre du bien-être au travail comme type de politique sociale, sont généralement également fournis par les employeurs. Donc, ce sont les employeurs, en sus du salaire, qui peuvent donner des prestations sociales, des transferts en nature, etc. Alors, nous distinguons également le bien-être résiduel, le bien-être, n'est-ce pas, réalisation industrielle et le bien-être institutionnel. Alors, le bien-être résiduel, c'est lorsque les services sociaux sont fournis dans le cas d'incapacité avérée du bénéficiaire. Hein, donc, par contre, le modèle de rendement industriel, à savoir la réalisation industrielle, suppose que les services sociaux doivent revenir aux personnes méritantes, c'est-à-dire les personnes qui sont les plus productives, les personnes qui travaillent plus. Et enfin, le bien-être institutionnel qui considère la protection sociale comme une institution intégrée dans la société et qui doit fournir
des services universalistes en dehors du marché et en fonction du besoin. Alors, plus tard, Esping Andersen distingue trois types de politique sociale. Donc, c'est politique sociale en fonction de la sensibilité idéologique des décideurs qui mènent cette politique sociale-là. Donc, on a la politique sociale déroulée par, n'est-ce pas, dans le cadre d'un système libéral. C'est lorsque, par exemple, n'est-ce pas, c'est les libéraux qui sont des décideurs et qui mènent une politique sociale. Il y a également les conservateurs et les social-démocrates. Donc, dans le système libéral, la politique sociale repose fondamentalement sur le marché. Donc, c'est le marché qui est considéré comme institution assurant la fourniture des services sociaux. Par contre, lorsque la sensibilité des politiques est plus une sensibilité idéologique des conservateurs, donc la politique sociale qu'ils mènent favorise les droits fondés sur l'assurance pour les méritants. Et les social-démocrates, par contre, identifient à la fourniture universelle des services sociaux. Alors, dans ce diapo, nous avons une classification de la politique sociale selon Jeremy Sekings, donc qui distingue trois types de régimes de politique sociale en fonction de la nature de l'économie, en fonction également des caractéristiques sociales, n'est-ce pas, des travailleurs, en fonction également de la stratégie de l'élite, de la stratégie également des subalternes et en fonction de l'idéologie dominante dans le pays. Alors, donc, il distingue en fonction de ces caractéristiques-là, il distingue le type de politique sociale, une politique sociale de type ouvrier, hein, une politique sociale de type agraire et une politique sociale de type paupériste. Alors, une politique sociale de type ouvrier, c'est lorsque, par exemple, la nature de l'économie est dominée par la politique économique selon laquelle il est privilégié une industrialisation par substitution des importations. Donc, lorsque véritablement l'économie, c'est une économie qui est en voie d'industrialisation dans l'objectif de substituer les importations. Et dans ce cas, les caractéristiques sociales des travailleurs, c'est des travailleurs immigrés. Et la stratégie des subalternes, c'est les contestations, les grèves. La stratégie de l'élite, n'est-ce pas, va être appréciée par l'incorporation de la classe ouvrière dans le système politique social dominant. Et le fondement idéologique, donc, c'est les sociodémocrates, n'est-ce pas? Donc, en fonction de ces caractéristiques-là, donc, il distingue, n'est-ce pas, la politique sociale de type travailleur, de type ouvrier. Après, il distingue aussi de ce type de politique sociale, la politique sociale de type agraire, où fondamentalement, la nature de l'économie, n'est-ce pas, c'est une économie agraire, une économie dominée par les petits exploitants agricoles, n'est-ce pas? Et les caractéristiques sociales, donc, c'est la classe ouvrière est composée de travailleurs migrants des zones rurales. Donc, la stratégie politique des subalternes, c'est l'anticolonialisme. Et la stratégie de l'élite, c'est la décolonisation, n'est-ce pas? Et en dernier lieu, c'est la politique sociale de type paupériste, où la nature de l'économie, bon, c'est une économie qui, n'est-ce pas, où la politique économique est orientée autour d'une industrialisation dans l'objectif, n'est-ce pas, d'améliorer les exportations. Hein? Donc, en fonction également de ces caractéristiques sociales, en rapport avec cette nature de l'économie, il distingue, n'est-ce pas, cette politique sociale-là des politiques, de la politique sociale agraire et de la politique sociale de type travailleur. Mandawir, M. Kandawir a produit une typologie de régime de protection sociale en Afrique, quant à lui, fondée sur la classification de Samir Amin des macro-régions d'Afrique. Donc, il s'est inspiré, lui, M. Kandawir, il s'est inspiré du découpage qui avait été fait par Samir Amin de la région africaine,
Je rappelle que Samir Amin a découpé la région africaine en 3 macro-régions. Donc, il distinguait l'Afrique de l'économie commerciale coloniale, c'est l'Afrique de l'Ouest commerciale, l'Afrique des sociétés des concessionnaires, c'est la partie de l'Afrique centrale où, n'est-ce pas, les sociétés concessionnaires sont plus présentes, n'est-ce pas, parce que c'est une région qui est riche en ressources minières. Et en dernier lieu, il considère la partie de l'Afrique des réserves de main-d'œuvre, n'est-ce pas? Donc, c'est la partie de l'Afrique orientale et de l'Afrique australe. Alors, pour M. Kandawir, donc ces 3 types, n'est-ce pas, ces 3 macro-régions-là, en fonction de la nature de leur économie, ont des politiques sociales qui sont différentes, n'est-ce pas? Par exemple, pour lui, l'Afrique des réserves de main-d'œuvre a un régime social qui est distinct de celui du reste de l'Afrique. Donc, les économies coloniales ont produit de vastes États-providence qui, une fois décentralisés, ont procuré donc des avantages substantiels à ceux qui sont inclus dans ce monde de providence. Alors, donc, il suppose que les dépenses de politique sociale, largement financées par la mobilisation des ressources nationales, n'est-ce pas, sont plus, c'est une politique sociale qui est plus menée dans la partie de l'Afrique des sociétés concessionnaires. Alors, par contre, dans les économies de culture commerciale, comme cette région-là, il identifie à la région de l'Afrique de l'Ouest, suivant le découpage de Samir Amin, il considère la terre et le système de production qui ont été laissés en grande partie aux mains de la population autochtone, les efforts fixaux se limitant à la taxe de vote et à la taxe commerciale, qui se sont traduits par une dépense de protection sociale pour l'essentiel. Alors, donc, alors, ce graphique nous montre en réalité aussi que dans la région, dans le continent africain, la politique sociale est hétérogène. Hein, hétérogène. Si on considère la part, n'est-ce pas, des dépenses sociales dans le PIB, en comparaison avec la part des recettes fiscales dans le PIB, donc on voit une certaine hétérogénéité, n'est-ce pas, de la politique sociale en Afrique. Alors, donc ici, vous voyez donc le premier, n'est-ce pas, le premier groupe le premier groupe constitué de Botswana, de l'Afrique du Sud, de la Zambie, de la Namibie, du Kenya, du Lesotho et de Swaziland. Donc, ce groupe-là, n'est-ce pas, la part des dépenses sociales dans le PIB est supérieure à 5%, avec, n'est-ce pas, des recettes fiscales qui sont supérieures à 17% du PIB, n'est-ce pas? Alors, l'autre groupe, vous voyez que donc, la part des dépenses publiques, n'est-ce pas, est inférieure à 5% la part des dépenses sociales est inférieure à 5% du PIB, avec des recettes fiscales qui sont, n'est-ce pas, inférieures à 17% du PIB. Maintenant, il y a la partie, ou bien le groupe de la Guinée, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, où on observe que les dépenses sociales sont supérieures à 5%. Hein, par contre, on observe que les dépenses sociales sont supérieures à 5%, avec, n'est-ce pas, moins de 17% du PIB qui sont constitués par les recettes fiscales. Donc, ça veut dire que c'est des pays, n'est-ce pas, relativement à la part des recettes fiscales aussi, qui font, n'est-ce pas, une politique sociale plus offensive par rapport aux autres pays. Alors, ce graphique nous montre aussi la relation entre les dépenses de santé par rapport en pourcentage du PIB et les dépenses de santé personnelle en pourcentage des dépenses totales de santé, n'est-ce pas? Donc, si on voit, on peut voir ici aussi qu'il y a une certaine hétérogénéité, en tout cas en termes de dépenses de santé, si on considère les dépenses de santé comme une politique sociale, donc on remarque qu'il y a une certaine hétérogénéité. Alors, je prends l'exemple de la Zambie, qui se trouve, n'est-ce pas, dans le deuxième carré, la Zambie, le Lesotho, le Rwanda, l'Afrique du Sud,
Donc, c'est des pays où les dépenses de santé occupent une part importante du PIB, n'est-ce pas? Et en même temps, les dépenses de santé personnelle également sont relativement faibles. Contrairement aux pays comme la Côte d'Ivoire, qui se trouve dans le quart ouest, hein, dans le quart nord-ouest du graphique, hein, donc comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, le Tchad, le Kenya, etc., où les dépenses de santé en pourcentage du PIB sont relativement faibles et avec des dépenses personnelles de santé qui sont aussi relativement élevées. Ça veut dire que donc c'est des pays, comparativement aux autres pays comme la Zambie et les Rwanda et l'Afrique du Sud, donc qui sont moins offensives en termes de politique sociale lorsque l'on considère les dépenses de santé comme une modalité comme une modalité de la politique sociale. Alors, il faut aussi préciser le fait que la typologie des politiques sociales, en tout cas les critères de classification des politiques sociales, c'est des critères qui sont également limités. Hein, donc un modèle de classification est aussi efficace que les instruments politiques qu'il utilise. Donc, par exemple, la plupart des classifications qui sont faites se concentrent sur les transferts en espèces. Donc, il y a un risque inhérent que les instruments les plus importants et qui participent à une amélioration du bien-être des personnes nécessiteuses ne soient pas inclus dans les critères de classification. Alors, donc, on donne l'exemple de l'éducation. Si toutefois l'éducation n'est pas considérée, en tout cas les dépenses dans le secteur éducatif ne sont pas considérées comme une modalité de politique sociale, donc dans ce cas, on serait en train de sous-estimer la politique sociale. Parce qu'on voit à travers ces graphiques-là que les dépenses gouvernementales dans le secteur éducatif, comme pour le Madagascar, pour le Bénin, c'est des dépenses qui sont extrêmement élevées. Alors, donc, le fait d'intégrer les dépenses de l'éducation dans la politique sociale aussi montrerait que l'Afrique aussi, c'est une région où la politique sociale est importante. Alors, donc, ça également, c'est un tableau qui vous montre tout simplement la part des dépenses gouvernementales dans l'éducation en pourcentage du PIB, la part des dépenses d'éducation supportées par les ménages et la part des dépenses d'éducation totale en pourcentage du PIB. Alors, diversité des instruments, c'est-à-dire la politique sociale donc, implique une diversité d'instruments politiques. Hein, les dépenses d'éducation doivent être considérées, les dépenses dans le secteur de la santé et de l'assainissement, les dépenses pour le secteur immobilier, la politique foncière et agraire, n'est-ce pas? Également le marché du travail, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'il y a des prestations sociales qui sont données en sus du salaire, donc l'équité, action affirmative, la politique familiale, la politique et la politique de soutien aux enfants, et également les politiques de remplacement du revenu, n'est-ce pas, comme les politiques de soutien à la vieillesse. Donc tout ça, ce sont des instruments de politique sociale. La politique sociale également peut être diversement financée. Donc les mécanismes de financement sont multiples. Hein. Donc il y a une diversité, n'est-ce pas, des mécanismes de financement. La politique sociale peut être financée par les impôts, par l'assurance sociale, l'assurance privée, par, n'est-ce pas, les richesses minérales à travers les fonds souverains. Donc, un pays qui est riche en ressources naturelles, par exemple, riche en pétrole, pourrait allouer une partie de ses recettes d'exportation de produits pétroliers à ses fonds souverains, n'est-ce pas, pour mener sa politique sociale. Les dépenses personnelles également, et aussi, il ne faut pas oublier le financement des donateurs à travers les aides publiques au développement. Donc, qui peuvent être des aides multilatérales ou des aides bilatérales. Alors, de la prestation également, il y a une diversité de mécanismes de prestation. Donc, les services sociaux peuvent être alloués à travers l'État, donc une institution publique, n'est-ce pas? Donc, c'est l'État qui se charge lui-même de l'allocation des bénéfices sociaux. Dans ce cas, les services sociaux peuvent aussi être alloués par le marché, par la famille ou bien par la communauté.
Et la couverture également, ça veut dire que la politique sociale, n'est-ce pas, est-ce que la couverture est universelle ou bien est-ce que la couverture est ciblée? Est-ce que la couverture est universelle avec ciblage de deuxième niveau? Est-ce que, n'est-ce pas, par rapport à la générosité également de la provision, c'est-à-dire quelle est relativement l'importance des revenus de remplacement dans la politique sociale par rapport aux autres bénéfices sociaux, la portée de la couverture des coûts, n'est-ce pas, c'est-à-dire de la générosité, par exemple, les soins de santé, c'est-à-dire quelle est la part des soins de santé, des dépenses de soins de santé qui sont supportées dans le cadre de la politique sociale par l'État. Donc, ça montre, en tout cas, ça donne une idée de la générosité des pouvoirs publics à mener une politique sociale. Les intentions sociales également, résiduelles, englobant et effets transformateurs. Donc, le plus important est la mesure dans laquelle la valeur donc, et les droits humains définissent les normes qui sous-tendent l'architecture de la politique sociale. Alors, quelles sont maintenant les implications pour la pandémie, suivant la classification, suivant les différents types de politiques sociales que nous pouvons avoir? Donc, supposons, lorsque nous avons une politique sociale, n'est-ce pas, de type libéral, stratifiée, segmentée, ségrégée, donc qui aura un soutien social public conçu pour être centré sur les pauvres et qui dépendent de l'activité économique. Donc, ce type de politique sociale-là aura des lacunes dans le contexte de la pandémie. Parce qu'avec la pandémie, l'activité est devenue, l'activité est faible du fait de ce qu'on appelle le grand confinement. Donc, si les services sociaux, n'est-ce pas, dépendaient de ce niveau d'activité-là, alors cela pourrait causer un problème. Alors, autre chose, autre implication, c'est la couverture de la politique sociale et les critères d'éligibilité. Hein? Aujourd'hui, avec la pandémie aussi, on s'est rendu compte que les secteurs, en tout cas parmi les secteurs qui sont les plus touchés, il y a l'économie informelle. Donc, les acteurs de l'informel, s'ils n'étaient pas inclus dans la couverture de la politique sociale, donc ça poserait un problème. Donc, l'informalité devrait être un critère de classification de la politique sociale. Hein? Donc, ça, c'est aussi des implications liées à la pandémie de la COVID-19. Le cadre d'assurance également sociale préexistant en place, qui a été mis en place avant la pandémie, sera aussi important pour protéger les emplois et les revenus des employés en congé. Donc, avec le grand confinement, il y a eu des pertes d'emplois, il y a eu également des congés forcés. Alors, donc, si le système d'assurance sociale ne prenait pas en compte ces risques-là, cela aussi peut poser un problème par rapport à l'efficacité de la politique sociale. L'investissement également pré-pandémique que l'on pourrait considérer comme une politique sociale, c'est-à-dire lorsque l'État investit dans le secteur de la santé pour apporter une réponse à la COVID-19 ou bien aux autres catastrophes sanitaires qui peuvent, n'est-ce pas, que nous pouvons connaître demain. C'est possible. Donc, compte tenu de ça, toutes les dépenses de santé qui seront faites pour préparer n'est-ce pas, le public, la population à ces pandémies-là pourraient être considérées comme une politique sociale. Donc, la politique sociale, bien entendu, doit donc intégrer cette dimension préventive. L'investissement public aussi dans l'éducation et le système national d'innovation, c'est-à-dire l'investissement dans la recherche et l'innovation. Lorsque l'État donc investit dans la recherche et l'innovation, quelque part aussi, ça pourrait être considéré comme une politique sociale. Donc, on devait aussi intégrer cette dimension-là dans la politique sociale. Pourquoi? Parce que si on investit dans l'innovation, il serait donc, n'est-ce pas, peut-être plus facile avec les résultats de la recherche, par exemple, de produire des kits de tests pour la surveillance des pandémies et même aussi de produire des vaccins qui peuvent, n'est-ce pas, nous sortir de la situation pandémique. Donc ça, c'est véritablement les implications, n'est-ce pas, qui sont liées à la pandémie de la COVID-19 et qui donnent en tout cas des enseignements qui, au futur, doivent être considérés dans la classification des politiques sociales et dans la définition même des politiques sociales qui seront adoptées par les... Merci, cher public.